Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 12h sur les antennes de For You, Télévision Africa. Nous débutons donc du côté de la Guinée équatoriale où nous parlons aujourd'hui des élections générales. Eh bien, la Guinée équatoriale a donc organisé le dimanche 20 novembre 2022 ces élections générales. Il y avait au total 3 candidats, dont le président sortant Teodoro Obiang Nguema, qui briguait donc un 6e mandat après bien sûr 43 ans passé à la tête du pays. Eh bien, si la journée s'est déroulée dans le calme et sans incidence majeure, quelques dysfonctionnements ont pu cependant être remarqués. C'est justement ce que vous écouterez dans ce reportage. Sur 1,4 million d'habitants, 427 661 équato-guinéens étaient attendus aux urnes pour décider de qui prendra les rênes entre le président sortant Teodoro Obiang Nguema et ses 2 opposants. Un vote qui se serait passé sans aucun incident, nous dit la commission électorale. Dans tous les bureaux de vote, nous n'avons pas rencontré d'anomalie. Les gens ont voté normalement. Les petites perturbations sont dues au manque de communication entre les instructeurs et les membres du bureau de vote. Donc, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse trouver qui aurait pu empêcher le vote. Tout s'est déroulé normalement. Cependant, notons que l'opposition a évoqué certaines irrégularités. C'est notamment le cas d'Andrés Essono Ndo pour la Convergence pour la démocratie sociale en abrégé, CPDS, qui a déclaré aux journalistes que son parti avait reçu des menaces et certains même de ses électeurs intimidés et contraints de voter en public. Après avoir passé 43 ans à la tête de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema brigue ainsi un nouveau septennat, véritable adversaire pour ses opposants qui n'ignorent sans doute pas qu'il a toujours été élu avec plus de 93% des voix et son Parti démocratique de Guinée équatoriale, en abrégé PDGE, détient 99 des 100 sièges dans l'Assemblée nationale sortant et les 55 du Sénat, qui doit également être renouvelé lors de ce scrutin, regroupant aussi des municipales. Le vote s'est déroulé, précisons-le, dans près de 3000 bureaux à travers le pays. Les résultats provisoires seront donc annoncés en fin de semaine par la commission électorale, puis la Cour constitutionnelle se prononcera sur la validité ou non du vote. Dans le pays, le mandat présidentiel est de 7 ans contre 5 ans pour les parlementaires. À présent, coopération Mali-Guinée. Au sorti de la 9e session de la grande commission mixte bien sûr, du Mali et de la Guinée, c'était à Conakry le 18 novembre 2022, en présence du colonel Mamadi Doumbouya, qui a donc reçu en audience les ministres maliens et même sénégalais des Affaires étrangères, co-président de la dite session. Au sorti donc des échanges et la signature de 10 accords de coopération, dont justement un mémorandum d'entente. Kouetchou. Le Mali et la Guinée ont signé une dizaine d'accords de coopération à la clôture de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Guinée le 18 novembre dernier à Conakry. Un mémorandum d'entente de coopération en matière de gouvernance migratoire et d'intégration africaine a été scellé entre les 2 pays, ajouté aux accords de coopération dans les domaines du commerce, de la sécurité, de la protection civile et de la santé, entre autres. Une grande commission mixte de coopération est une instance de rencontre politique et économique au cours de laquelle les 2 pays identifient les points forts et faibles de leur coopération afin de renforcer ce qui marche et de minimiser ce qui ne marche pas. Les cadres des 2 pays ont travaillé d'arrache-pied et sont arrivés à l'identification et à la réalisation sans délai. Sous la coprésidence des ministres maliens et guinéens des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop et Maurice Sanda Kouyaté, la commission mixte de coopération Mali-Guinée s'est tenue dans un contexte géopolitique particulier et au moment où les 2 pays font face à des défis multiformes communs. Monsieur le Président, sous votre leadership, vous avez posé beaucoup d'actes symboliques à l'endroit de notre pays, dont une des plus marquantes est votre position sincère, naturelle, par rapport au refus
d'appliquer les sanctions illégales et injustes et inhumaines qui ont été imposées à notre pays. Donc il m'a demandé de vous réitérer toute la gratitude du peuple malien par rapport à cela. Et cette commission mixte pour laquelle il a souhaité aussi que nous soyons là, nous tenons vraiment au nom du président à vous remercier pour toutes les facilités qui sont accordées à notre pays, sans bureaucratie, avec un engagement concret. Et on le voit déjà. Le niveau de trafic de marchandises entre les deux pays, si on doit prendre que ça, est vraiment dans une courbe ascendante. Et je sais qu'avec tous les efforts qui sont faits, avec les différents programmes de coopération qui sont en place, ça ne peut que augmenter chaque jour. Selon le chef de la diplomatie guinéenne, tout est essentiel dans la coopération entre le Mali et la Guinée. Signe concret des liens étroits qui lient les deux pays, c'est par le port de Conakry que seront bientôt expédiés à Bamako, à partir de la Russie, les grandes quantités de produits pétroliers, d'engrais, de blé, pour à peu près 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA. Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a reçu les deux ministres en audience, avait présidé le mercredi 16 novembre au port de Conakry la cérémonie d'inauguration du gros porteur dénommé Kidal, fruit de la coopération Mali-Guinée-Turquie. Merci, je pense que le mot merci n'existe pas entre nous. C'est un devoir qui est moral aussi entre nous de s'épauler. Nous avons, moi le président Goïta, la volonté politique de faire avancer les choses. Et vous êtes les techniciens en matière, c'est à vous d'implémenter ce qui doit être fait. Et je l'ai dit la dernière fois aux deux ministres des Finances, que bien sûr, vous avez des murs devant vous qu'il faut percer et passer. Et aujourd'hui, la volonté manifeste de nos populations, c'est qu'on apporte, nous, les élites, des solutions aux problèmes. Et je pense que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut continuer à travailler d'arrache-pied et surtout à éviter la bureaucratie et être pragmatique, à envoyer des solutions. Et c'est tout ce qu'on attend de vous, pas plus. Il reste que cette volonté des deux pays de faire tronc commun trouve un retentissement favorable chez les populations. Conflit rwando-congolais, le président William Ruto du Kenya donc effectué une visite d'amitié et de travail le dimanche 20 novembre 2022. Il s'est entretenu avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. C'était bien sûr lundi sur des questions d'investissement, d'intégration régionale et plus encore la situation sécuritaire, notamment le conflit rwando-congolais. Eh bien, le président William Ruto a donc réaffirmé sa détermination à mettre fin à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Et Mamuto. Le président kenyan William Ruto s'est rendu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 20 novembre 2022 pour une visite d'amitié et de travail. Il s'est entretenu ce lundi 21 novembre avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. C'était un tête-à-tête d'environ 1h30 au Palais de la Nation à Kinshasa sur les questions d'investissement, d'intégration régionale plus encore la situation sécuritaire, notamment le conflit rwando-congolais. Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à mettre fin à l'insécurité dans la partie orientale de la RDC le plus rapidement possible. Ont aussi souligné la pertinence d'intégrer tous les autres pays de l'EAC dans ce processus. William Ruto a réitéré l'engagement de son pays à poursuivre le déploiement en cours des troupes kenyanes et à opérationnaliser la force régionale en vue d'éradiquer les groupes armés qui écument l'Est congolais. De son côté, Félix Antoine Tshisekedi s'est montré reconnaissant par rapport à cet engagement. Il était question de la coopération militaire, mais aussi de la collaboration dans plusieurs autres domaines comme l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, les finances et du commerce. Ils ont décidé de la mise en place d'un comité mixte qui sera chargé de réfléchir sur les voies et moyens de renforcer cette coopération et de formuler des propositions concrètes dans le plus bref délai. La visite de William Ruto intervient une semaine après celle de son prédécesseur Uhuru Kenyatta, désigné médiateur par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il s'était entretenu avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi sur des solutions de paix en appelant les Congolais à faire preuve de patriotisme et à s'unir plus que jamais.
C'était Mamoto à la porte-voix. Eh bien, conflérando congolais, nous en parlons encore alors même que de nouveaux appels de déposer les armes ont été lancés le week-end dernier aux rebelles du M23, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa continue cependant d'affirmer que le Rwanda orchestre les affrontements en soutenant bien sûr le M23. Les détails dans ce reportage. Également connu sous le nom de Ban Yamurans et de Tutsi, de nombreux Togolais parlant le Kenya-Rwanda ont été tués ces 2 derniers mois en République démocratique du Congo car ils étaient soupçonnés d'être des alliés du M23. Et alors que les Congolais représentent 60,43% de la population totale des réfugiés au Rwanda, vivant et faisant des affaires dans le pays, ils partagent également avec certains médias ce que c'est que d'être un Congolais au Rwanda dans des moments comme ceci, au milieu de la guerre politique entre les deux pays. Nous ne rencontrons aucun problème au Rwanda. Nous les Congolais, nous ne sommes pas du tout affectés par la guerre. Nous nous portons bien et nous progressons dans nos affaires ici. La plupart des techniciens, des coiffeurs et des tailleurs ici au Rwanda sont congolais et ils n'ont aucune plainte. J'avais l'habitude d'importer mes bijoux du Congo. Maintenant, je n'ai plus aucun moyen de les importer. Je ne peux pas m'y rendre, je pourrais me faire tuer. Mon business a été gravement affecté et j'ai dû mettre certaines choses en attente. Avec pour mission de créer une zone tampon entre les forces de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, quelques 900 militaires venus du Kenya doivent atterrir sur le sol congolais au cours des prochaines semaines. Les forces kenyanes ont promis mercredi dernier de protéger l'aéroport stratégique de Goma contre d'éventuelles attaques. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le Rwanda et la RDC. Et ils ont pour la plupart leur origine dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Ces auteurs qui ont fui au Rwanda ont été accueillis avec leurs armes et leurs idéologies. Ils n'ont jamais été désarmés. Leurs capacités militaires ont augmenté parce qu'ils étaient armés par le gouvernement congolais. L'implication de l'Ouganda, du Kenya et du Burundi vise à apporter la paix et la sécurité. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, si les causes profondes du conflit ne sont pas traitées, il ne prendra jamais fin. Alors que les rebelles du M23 progressent progressivement dans l'est de la République démocratique du Congo, Kigali affirme ne pas soutenir le M23. Une avenue baptisée au nom du feu maréchal Idriss Déby Itno a donc été inaugurée le 18 novembre dernier à Bangui, en République centrafricaine. Le président Faustin Archange Touadéra qui souhaite donc une facilitation de circulation dans certains arrondissements de la capitale. Fondedi pour plus de précision. Faustin Archange Touadéra renforce les liens de fraternité avec le Tchad, pays frère et ami, raison pour laquelle une avenue porte désormais le nom du défunt président du Tchad, avenue Idriss Déby Itno. Situé en plein cœur de Bangui, le gouvernement centrafricain veut à travers la réhabilitation de l'avenue Idriss Déby Itno, longue de 2200 mètres, faciliter la circulation aux populations du 3e et 5e arrondissement et les usagers, mais également désengorger l'avenue Koudoukou. Cette nouvelle route va également permettre de fructifier les activités génératrices de revenus de cette zone commerciale. Une reconnaissance qui n'est pas passée inaperçue aux yeux du président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a exprimé le 20 novembre dernier ses remerciements à la Centrafrique pour l'inauguration à Bangui d'une avenue au nom du défunt président Idriss Déby Itno. Pour le PCMT, cet hommage rendu au maréchal du Tchad est l'illustration des liens forts de fraternité et l'exceptionnelle coopération entre la République centrafricaine et le Tchad, toujours souhaité et renforcé, consolidé. Eh bien, parlons de toute autre chose à présent. Lancée en septembre dernier, l'opération
Kwasi Kodro bat donc son plein le 19 novembre 2022 encore, donc a été l'occasion, une fois de plus pour les habitants de Bangui, de renouer les actions de lutte contre l'insalubrité. Eh bien, une activité qui a donc vu la participation très active du président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, initiateur même du projet. Une action qui vise donc à rendre propre Bangui et même ses artères. Fonnoira revient ici avec plus de précision. Premier centrafricain dans tous les plans du pays, le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, comme lors du lancement de l'opération citoyenne Kwasi Kodro, dont le but est de donner un visage reluisant et propre à la ville de Bangui et aux environs, a encore répondu présent. Soucieux de ce que la propreté et le bien-être se conjuguent ensemble, le président de la République s'est vu chausser les crampons le samedi 19 novembre 2022 afin de faire face à l'ennemi du progrès qu'est l'insalubrité. Paire de gants à la main, coiffé d'une casquette, dépourvu de son costume 3 pièces habituel, le chef de l'État s'est saisi d'une pelle avec laquelle il a procédé au curage des caniveaux. Le temps de quelques heures, l'enseignant de mathématiques s'est mué en éboueur afin de permettre une meilleure circulation des eaux usées dont le lit est souvent bloqué par les ordures jetées là par certains centrafricains aux mentalités rétrogrades. Annoncé en février dernier, l'opération Kwasi Kodro a été lancée par le président de la République centrafricaine le 10 septembre 2022. Une action citoyenne et républicaine qui vise à encourager les forces vives et les populations à épouser la salubrité et les règles d'hygiène. Soulignons tout aussi par cette action que le professeur Faustin Archange Touadéra voudrait démontrer au peuple centrafricain le projet qu'il a pour son pays. Grand acteur du développement de la première heure en RCA, Faustin Archange Touadéra s'est donné pour mission de redorer le blason de la République centrafricaine à travers des projets de développement pour sa nation, à l'instar de la monnaie numérique le Sangocoin, un projet adoubé par les Centrafricains qui réclament une réécriture de la Constitution. Sommet de la francophonie, nous sortons donc pas là. Les rideaux sont tombés sur le 18e sommet de la francophonie. C'était à Djerba, en Tunisie. Une soixantaine de chefs d'État. Le gouvernement, 2 ministres ont également pris part aux assises marquées donc par la crise rwanda-congolaise. Fondesi revient ici avec plus de précision. Les tensions qui opposent la RDC et le Rwanda ont presque ravi la vedette durant le sommet de la francophonie. Si pour les chefs d'État présents, une solution doit être trouvée, ce n'est pas le cas chez les protagonistes. Du côté de la délégation congolaise, l'on estime qu'il y a dans ce dossier un parti pris de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushiki-Bawabo. Elle est accusée de prendre fait et cause pour le Rwanda. Une accusation qui se justifie par une sortie médiatique de Louise Mushiki-Bawabo où elle a laissé entendre que les éléments en RDC, juste à la frontière du Rwanda, sont une menace pour la sécurité du Rwanda. Elle s'est également posé la question de savoir s'il est possible de retourner sur les accords qui existent depuis plus de 10 ans et les mettre en application. Pour elle, c'est tout simplement une question de volonté politique. Une déclaration qui, selon donc la délégation congolaise, donne une indication que l'organisation qu'elle dirige ne peut véritablement pas jouer un rôle dans la résolution de la crise qui persiste. Pendant ce temps, l'escalade abrupte de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo risque de raviver le conflit interétatique dans la région des Grands Lacs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur les antennes de For You Télévision Africa. Restez les nôtres car les programmes se poursuivent.